Alors, 600 000 francs avec l'inflation de l'époque et les nouveaux francs qui sont passés entre-temps, personne sur ce plateau est capable de nous dire combien ça fait un euro. Moi, j'ai oublié les francs. Et les anciens encore plus. Et les anciens, ben oui, je sais pas. Jackie qui est l'intellectuel de la troupe, là, il va nous le dire, non? Alors Gérard, on vous voit sur les images, on ne va pas vous rassurer vous demander de vous déshabiller encore sur ce plateau. Vous en seriez capable, mais on va pas le faire. C'est vrai que c'est un taureau qui a marqué votre carrière et qui vous marque encore parce qu'on vous voit régulièrement quand vous n'avez pas le t-shirt TV Sud passer dans les gradins avec un t-shirt de Vovo. Ah, c'est vrai ça. Vovo, le tien, TV Sud aussi. Ah. Tu ne sais pas qu'une fois à Beaucaire, j'avais peur que tu me rondes, j'avais mis Vovo. J'ai fait 3 taureaux de Vovo, puis j'ai allé à ma voiture, chercher TV Sud pour faire... Oui, mais on va parler de Vovo quand même, surtout ce soir, Gérard. À vous avoir sur le plateau. Vous êtes, heureusement pour vous, malheureusement pour beaucoup d'autres raseteurs, parce que beaucoup nous ont quittés. On a une pensée pour Charles Fidani aussi, exactement, qui peut-être regarde cette émission ce soir, qu'on a vu sur ces images, lui qui a été un très grand gaucher. Il y a bien sûr droitier, pardon, il y a des années de ça. Gaucher. Et c'est Gérard qui faisait les reprises sur Charles Fidani, c'est ça? Je vais te dire, Richard, une fois à Beaucaire, je vous le jure, j'avais levé la ficelle de Vovo à 90 000 francs, ça faisait 1 800 000. Je la lève, j'avais 6 ans de moins, elle tombe sur l'oreille. Mais Charles Fidani, il a vu, il a passé, il a levé. Le taureau, il a sauté derrière, il était à l'hôpital. Mais c'était moi qui avais levé la ficelle, mais comme c'était Fidani, moi, la ficelle, je ne l'ai pas eu. Mais je ne le regrette pas, parce qu'il m'a sauvé la vie une fois. C'était à Beaucaire, il y avait Moulinois, la cocarde était montée à 1 million. Personne ne l'avait passé. Et moi, il restait 30 secondes. J'ai dit, tu vas pas. J'avais tellement peur. Quand je suis relevé la barrière, je me suis placardé. Et Fidani m'a sauvé. Il a jeté la serviette. Et en jetant la serviette, moi, j'étais mort. Et de Vovo, vous en gardez quel souvenir, Gérard, puisque vous l'avez raseté souvent et vous faisiez partie, à l'époque, de cette génération des plus jeunes raseteurs qui ont pu moi, j'avais 6 ans de moins, moi, avec Falomir. Pas d'aujourd'hui, que de Falomir. Oui, mais c'est à Lunel. Un jour, il était impassable, à 52. Il était impassable. Personne ne lui a touché la tête. J'ai dit, tu vas pas. J'y suis allé. Mais je vous garantis que j'ai pris une brave rousse. J'étais tout nu. Ah ouais? Alors, plus personne n'a voulu le passer. C'était un 52, c'était vraiment personne ne le passait. Il y a Lucien Vola. Tout le monde allait, s'il passe, il va prendre sa rousse, il est cuit. Mais il fallait connaître monsieur Vola, c'était un grand monsieur Vola. Et Vola l'a passé, il a pris sa rousse, et ça a été fini, plus personne ne l'a passé. C'est ce jour-là qu'on a fait passer Vovo sortait 4e. Mais on l'a fait passer avant l'entracte. Parce que là, à ce moment-là, les arènes, il n'y en avait plus. Alors il avait passé, parce que Vovo passait après l'entracte, là, avant l'entracte. Et ce jour-là, je ne sais pas. Parce qu'il soulevait beaucoup les plages, il les cassait, il passait au travers. C'est ce jour-là qu'il a manqué, s'il prend les arènes, il monte dans les arènes, le couloir, il a manqué la porte. Comment il passe le couloir, là, ce serait une catastrophe. C'est à Lunel, ça. À Lunel. 51, non, c'est en 52. Là, il était. Parce que beaucoup comme moi, là, ils l'ont passé quand le taureau était fini. Hein. Parce qu'au moment donné, on était que 2 ou 3 à le passer. Fidani, Vol et moi. Et oui, mais c'est les seuls qui sont encore en vie. C'est pour ça que Mathieu, il a réussi à avoir ces images-là, parce que les autres, c'est plus compliqué. Il faut les féliciter, parce que... Pierre, Vovo, c'est finalement le premier grand barricadier de l'histoire de la Camargue. Je pense que c'est grâce à Vovo que la course camarguaise est repartie. C'est vrai. Parce que ça a été vraiment le taureau exceptionnel. Il faisait des coups de barrière, il soulevait les planches. Et ça, je pense que, je sais pas, il y a eu des très grands taureaux. Il y a eu mon grand-père a eu Provence, il y a eu le Bando, il y a eu d'autres taureaux qui ont été c'était pas des grands barricadiers. Mais voir ce que faisait Vovo, c'est tout à fait exceptionnel. Et si aujourd'hui la course est repartie, du reste on le voit. Maintenant, qu'est-ce que les gens, ils attendent quoi? Ils attendent de voir du spectacle, ils attendent de voir un taureau qui va à la barrière et qui met la révolution. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse. Au fond, les gens aiment voir un peu du spectacle, d'émotion. Et une course d'émotion, voilà. On va en retrouver une en image. C'était le 4 mai 1952, c'était les meilleures années de Vovo à ce moment-là, dans les arènes de Nîmes.
4 mai 1952, aux arènes de Nîmes, Vovo effectua l'une des plus grandes courses de sa carrière, bousculant en particulier le jeune Gérard Martin à 2 reprises. Il sauta ensuite aux trousses de Combermont. Ernest Velay se retrouva dans le berceau des cornes sur toute la longueur de la piste et sur le coup de barrière qui suivit, traversant les planches avec Vovo. Ensuite, ce fut Charles Fidani qui enleva la cocarde à plus de 80 000 francs. Dans son élan, le raseteur se retrouva littéralement propulsé contre le mur d'enceinte et fut transporté à l'hôpital fortement contusionné. Il fallait être sur les gradins pour ressentir l'extraordinaire ambiance du moment et la grande émotion du public. Il était fou ce taureau, il tapait de partout. Et il fallait arrêter la course après lui pour réparer les barrières. Hein. Mais les barrières étaient moins solides que maintenant aussi, tu vois. Il démontait tout, il tapait dans le béton, il avait des cornes mais complètement arrondies. Hein. Il avait perdu au moins 10 cm. Hein. Et alors on partait ensemble, hein. Et puis quand il arrivait au planche, il démolissait tout. C'était une brute, voilà. Et des taureaux comme ça, on en parlera dans 100 ans. C'est un taureau qui était très méchant. Il fallait être, moi je vous le dis, tout le monde dit ça, tu t'es gonflé de raseter Vovo. Il avait les cornes coupées, il était à force de couper les barrières, et il s'était coupé les cornes et tout. Ce côté brutal, c'est de la force de la nature, les barrières ne lui résistaient pas, les cornes étaient abîmées, mais il a porté un peu la peur dans les arènes. Il sautait pas tellement, il passait à travers les planches. Alors tu sautais, il cassait les planches. Tu ressautais, il cassait les planches. Au bout de... Pas toutes les arènes hein, et toutes les courses, parce que comme tous les taureaux, il y avait des jours qu'il était plus décidé que l'autre. Hein. Mais il y avait des courses qu'après tu n'avais plus de barrière, hein. Tout était démonté, alors tu faisais un AD. C'était bien beau de dire je fais un AD, mais tu ne savais jamais où ça allait s'arrêter. Il passait à travers les planches complètement. Hein. Il était fou. Pour moi, il était fou ce taureau. Il se jetait. C'était quelque chose, c'est vrai. Il était pas dangereux pour te mettre un coup de corne, parce que d'abord ses cornes étaient coupées en moitié, mais il pouvait t'écraser contre un mur, c'est ça qui te faisait peur. Vovo, Kozak, Gandar, Jeannot, quelle affiche ce jour-là, Jackie? Ah oui, super beau course. Non, mais ce qu'il faut dire que c'était un taureau exceptionnel. Par exemple, là, il y a eu le sanglier, puis après il y a eu Vovo, puis il y a eu Goya. C'est des taureaux qui repoussent les limites, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plein de polémiques autour de ces taureaux. Et là, maintenant, actuellement, on attend le taureau qui va arriver et qui va surprendre un peu l'afition. Et... C'est sûr, en plus de ça, il faut dire une chose, c'est qu'on sortait de la guerre et les gens avaient envie de s'éclater. Et il est sorti ce taureau alors qu'on avait l'habitude de voir des taureaux classiques qui sortaient dans des plans, qui étaient beaucoup plus tranquilles dans la piste. Il est sorti cette fureur, qui en plus de ça était bien soignée, et par Justin Bonafous, qui lui donnait un seau d'avoine tous les soirs à la bonne heure. Et il sortait avec une envie de tout casser, quoi. Et c'est ce qu'il faisait, il cassait tout. Alors Gérard, heureusement pour vous, hein, durant votre carrière et surtout face à Vovo, le taureau avait, à force de taper dans les plages, dans le béton ou autre, les cornes un petit peu limées, donc elles n'étaient pas forcément pointues, sinon vous auriez pris on ne sait combien de coups de corne par Vovo. Oh là là. Mais ce qu'on a oublié de dire là, Vovo là, quand il a arraché le poteau en ciment armé, vous savez, sur moi là, il a fini sa carrière. La cocarde était montée à 200 000 à Beaucaire, et d'après, la cocarde était à 500 francs. Hein. Le taureau, il s'est tué complètement, complètement. Hein. Il avait pris tellement des coups. Et autre chose que je veux vous dire, quand même, on n'a jamais vu ça en tauromachie, c'est que quand on parle de Beaucaire à 52, qu'on n'a pas voulu raseter Vovo là. Parce que moi, je l'aurais raseté. Mais Falomir, j'ai monté sur la penche pour le raseter, il m'a tiré, il m'a fait tomber. Il m'a dit, on n'est pas engagé, on ne le rasette pas. Alors là, ils sont venus nous voir, son père, pour toucher 5 fois la tête de Vovo à Château-Renard. Et avec Falomir, on était d'accord. Jamais eu ça. Les arènes étaient pleines à midi. Les gens venaient de France à Château-Renard
70 km, 140 km en vélo pour venir voir vous. Ils partaient à 6 h du matin, ils arrivaient à 10 h du soir. Et les arènes, et les gens se battaient. Moi, pour passer le cours, je ne pouvais pas passer, il y avait tellement de monde, j'étais obligé de passer au milieu. Avant Goya, effectivement, Henri, ça a été le premier taureau vedette qu'a coaché votre père. Je pense avant Goya, avant Beauvau, quoi. Il y avait ce que je viens de dire, la guerre, tout ça, tout le monde avait envie de s'éclater. Mais comme l'a dit Jackie aussi, Beauvau a engendré Goya. Mais justement, par Lustig interposé. De cette descendance vertigineuse chez vous, oui, mais aussi chez d'autres manades, oui, puisqu'on sait que des bêtes ont été vendues, cueillies, etc., etc. On peut dire aujourd'hui que la moitié des Biou d'Or qui ont succédé proviennent de Beauvau. Ah, si on faisait... Même plus. Plus de la moitié. Si on faisait... Plus de la moitié, Pierre. Plus de 80% des Si on relevait les génétiques de certains taureaux, on s'apercevrait que le sang Baroncelli... Et chez nous, Paul Laurent ensuite, parce que si... Chez Blatière aussi, chez Lafont, il est passé de Lafont. C'est pas un secret, il est sorti Santiago chez Blatière. Voilà, qui après a fait le CID aussi, Lyon. Et ça, c'est... On ne sait même pas si Vergézois n'est pas un descendant de Beauvau. Je ne sais pas, mais bon... Écoutez, Jacques Blatière n'est pas sur le plateau, ne créons pas de polémique, ça laisse personne les inviter. Non, mais moi, je peux dire ce que je sais. Et ce que je ne sais pas, je ne le dis pas. Mais on va parler justement de votre manade, Henri, et de la descendance directe de Beauvau, de ce qu'il a apporté déjà chez vous, de nombreux Biou d'Or. Avec Beauvau, était sorti chez nous directement des vaches que mon père avait achetées, bien sûr, d'une vache qui s'appelait Moustel, et son produit s'est appelé Furet. Et Furet avait fait un début de carrière assez époustouflant. Il était beaucoup plus classique que Beauvau, il était moins généreux à la barrière, mais c'est un taureau qui se tenait, qui coupait le terrain, qui donnait du fil à retordre au raseteur, et ce Furet, nous l'avons mis sur les vaches pendant un an. Les autres produits de Beauvau sont sortis, et à ce moment-là, on s'est aperçu que quand même, il avait transmis de ses gènes, et c'est de là que nous avons sorti la première royale, où il y avait Pascalon, Ramoneur, Tigre, qui a été 2 fois Biou d'Or, Téflon, qui sortait dernier, et tout ça, c'était des fils de Beauvau. 2 ans après, il est sorti la génération Lustig. Lustig, qui lui-même est resté étalon, et c'est Lustig qui a fait la génération de Goya. Goya, Gardon, Querido, Brun, Joujou, tous ces taureaux sortaient de Lustig, donc étaient des petits-fils de Beauvau. Mais ça use aussi, ça. Donc il n'a pas atteint un âge canonique comme Cocardier. Et tu penses bien que mon père, à ce moment-là, il y en a d'autres qui arrivaient derrière, et puis on ne va pas le mettre, l'imposer dans une arène, alors qu'on savait très bien que, donc, en 54, 55, 56, il a fait de moins en moins de courses, jusqu'à ce qu'il n'en passe plus, voilà. Et finalement, Henri, Pierre, le taureau est mort quasiment un an après avoir arrêté sa carrière. Mais moi, j'étais en Algérie quand maman m'a écrit en me disant « Beauvau est mort ». Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Mais bon, tous les taureaux, surtout Beauvau qui a été tout à fait exceptionnel, qui a donné beaucoup trop. Et évidemment, Réry, on l'a remis à la Valette, là où il était pratiquement passé de toute sa jeunesse. Et ensuite, il est mort, on l'a laissé. Il est mort de sa propre mort. On peut pas. Ça va être beau, c'est fatigué. Comme les grands taureaux de Camargue. Voilà, c'est. Et je crois que 59, fait le compte. 14 ans. Il avait 14 ans. 14 ans, c'est jeune pour un cocardier, je veux dire. On va retrouver quelques images justement de Beauvau. À ce moment-là, vous en parlez, Henri, Pierre, et puis Beauvau qui est quand même toujours vivant, et bien vivant depuis que les Saintes Maries de la Mer l'ont fait trôner devant les arènes. Et Beauvau est parti d'ici, à la fin de sa carrière, pour aller sur les vaches d'Aubanel, aux Saintes Maries de la Mer. En octobre 1957, nous sommes aux Saintes Maries de la Mer.
Folco et Henri Aubanel partent trier le Vovo qui se trouve dans les pâturages de la Valette. C'est son avant-dernier recours sur Kellar, où dans l'après-midi, il fera sa despedida. Vovo effectuera son ultime sortie en présentation aux arènes des Margues le 13 octobre suivant. Vovo, fortement affaibli, finira ses derniers jours dans les pâturages de la Valette en novembre 1959. Et il est mort. Peu de temps. On l'a trouvé mort dans son herbage à la Valette, qui est au Sainte-Marie. Il y a le gardien, on a fait venir le vétérinaire. Je crois que c'était Qatari ou ses débuts. Enfin, ils ont fait une autopsie du crâne. Et il avait quand même 14 fractures dans le crâne. Tout était cassé. Et on comprend. Quand vous avez une blessure, une cassure, personne, on a peur. Il était venu mourir à la porte, pas où passer les bio, tu vois, parce qu'il y en a un marcadère plus loin, et là il est venu mourir ici, le plus près des Saintes. C'est bon. Alors on l'a trouvé, là il était au bord du Rhône, et j'ai aidé Tessèvres à le porter large au Simbéo. C'est Aubanel qui m'a demandé, je dis, donne un coup de main. Et j'ai dit Aubanel, il m'a dit, on a trouvé Vovo qui est mort. Et alors on l'a chargé sur un tracteur, une remorque de tracteur, et on l'a porté là où il est maintenant. Il est mort en 59, moi j'étais en Algérie quand il est mort. Je sais que maman m'avait écrit « Vovo est mort, Vovo est mort ». Alors évidemment ça a été de grande peine. Et on savait qu'il ne pouvait plus maintenant avancer. Il était au bout du rouleau, quoi. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, quand il a donné plus que n'importe quel taureau. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est cette image de voir que Vovo est et restera peut-être le plus grand taureau de tous les temps. D'aquel jour mémorable, le peuple des Provence et de Languedoc s'est converti au culte de Bio comme les plus propres pagans de l'Antiquité. Mais non peut de séparer des sous-nomades du Bio des surmentors. L'homme qui a mestré toute sa carrière, Mestre Paul Laurent, manadier, directeur d'arène, le pape de la course libre, le Couverante, en marchant des coutrilles dans le plus grand vin de la fiction provençale. Et comme le désir du poète, entre mar et rose, fait bon Dieu au Dieu du ciel. Vive les chantes, vive la brillante, et Osque, au Vovo, le plus fameux Dieu de toute l'ité, Grand Massy et Longoman. Il n'a pas eu sa despedida, il n'a pas eu le bio d'or, il a quand même, combien, 60 ans après ou plus, la reconnaissance des aficionados. C'est ce qui compte. Voilà pour balayer le plus vite possible la carrière de Vovo. Une seule émission, c'est compliqué. Jacqueline, peut-être une dernière anecdote? Oui, c'est une histoire que Henri doit connaître. C'est Paul qui me l'avait raconté. Il m'a dit qu'un jour, il était sorti du mas. Et quand il est arrivé au coin, d'un coup, il s'est retrouvé face à face avec Vovo. Oui. Et là, il a eu un grand moment de solitude. Hein, et le taureau l'a regardé, il a regardé le taureau, hop, et puis le taureau s'est retourné et il est parti. Et donc, voilà, deux grands personnages qui se sont rencontrés. Qui se sont rencontrés, c'est vrai, parce que bon, les marquises n'étaient pas comme ça, et puis voilà, quoi. Il avait rencontré au coin de la bergerie. Bah écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin, la dernière anecdote, mais Gérard, les gens pourront venir dans les gradins. Je suis sûr que vous en aurez des milliards à raconter. Merci d'avoir été là, Pierre. Merci, Henri. Bravo, Mathieu, pour votre travail. Le DVD, bien sûr, est en vente dans tous les bureaux de tabac de la région de la Camargue. Et d'ailleurs, merci Gérard, merci Jackie. Merci à tout le monde en régie. À la semaine prochaine. Au revoir.